programme nucléaire iranien, les stocks d'uranium enrichi, la levée des sanctions américaines et pas que américaines d'ailleurs, et évidemment la question d'Ormuz, puisqu'il est prévu la réouverture du détroit d'Ormuz. Alors le pays hôte de ces négociations, c'est le Pakistan. C'est sur son compte X le premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif qui a annoncé le premier cet accord, 106 jours donc après l'entrée en guerre. Et en fait, alors si on regarde sur le volet nucléaire, ça ressemble beaucoup en fait à l'accord qui datait de 2015 et qui avait été dénoncé par Trump lors de son premier mandat. Bon, c'est pour ça qu'on peut se poser de sérieuses questions sur ces 106 jours de guerre et leur utilité réelle. En tout cas, il y a un impact, ça c'est réel, sur la reconfiguration des relations internationales, notamment entre les États-Unis et Israël. Je vais vous en parler. Et évidemment, sur le monde des BRICS, car l'Iran appartient désormais aux BRICS, très lié, vous le savez, on l'avait vu dès la première vidéo d'analyse de ce conflit sur cette chaîne, à la Chine et à la Russie notamment, et on va y revenir. Alors, pourquoi Trump c'est, y compris, quitte à se mettre très mal pour le moment avec Netanyahou, on verra si c'est durable. En tout cas, pourquoi il va vers cet accord? Bah d'abord, on peut remarquer quand même, et ça c'est très trumpien, qu'il l'a annoncé le jour de ses 80 ans. Bon, il y a surtout les élections de midterms, de mi-mandat qui arrivent au Congrès américain, avant la fin de l'année. Et comme ces sondages sont en baisse, que beaucoup dans la sphère MAGA l'ont critiqué parce qu'il a promis la paix et qu'il a fait la guerre, et parce que il y a là-bas un discours d'accusation qui a monté énormément aux États-Unis, notamment dans le milieu MAGA, notamment dans la jeunesse, sur le fait qu'il était beaucoup trop soumis au gouvernement israélien. Pour toutes ces raisons, on sentait depuis quelques semaines qu'il voulait aller vers cet accord, et là, qu'il l'a précipité. Côté iranien, l'Iran n'est pas du tout défait. Nous avons même un régime qui semble fortifié, qui vient d'ailleurs d'être qualifié par Trump sur son réseau Truth Social de pragmatique. Il a dit le nouveau guide suprême et les dirigeants iraniens sont des hommes pragmatiques. Trump. Il a maintenant le contrôle du détroit d'Ormuz. D'ailleurs, c'est un des grands sujets. Je rappelle qu'il était totalement ouvert, libre et sans péage avant la guerre, avant février, ce détroit d'Ormuz. Là, ici, même s'il est réouvert, on verra, il y a des discussions sur le fait que maintenant, il serait peut-être soumis à un certain péage iranien ou à des droits, en tout cas, d'administration, des droits de sorte de frais de dossier, comme on pourrait dire. Bon. Par ailleurs, l'Iran a fait une sorte de... Même si une partie, bien sûr, de son arsenal militaire a été détruite par cette guerre, évidemment, et même assez fortement, ils ont aussi fait une démonstration de force en montrant qu'ils étaient capables de cibler des pays alliés dans la région des États-Unis, sans que ça leur cause des préjudices à eux. Donc, c'est pas du tout mauvais pour l'Iran, en réalité. Et la réalité, c'est que donc, derrière l'Iran, je vous parlais des BRICS, c'est plutôt, aujourd'hui, une défaite occidentale, si on devait raisonner comme cela, face aux BRICS, Russie, Chine, Iran et d'autres, qui ont montré que le monde, aujourd'hui, était bien devenu multipolaire, et non plus dirigé par l'Empire américain. Israël se retrouve très isolé. Le gouvernement Netanyahou, et on va y revenir, parce que là, on va se demander s'ils vont vraiment laisser faire cet accord, s'ils vont pas tout tenter. D'ailleurs, ils ont tout tenté les dernières heures, on va y revenir, pour le saboter. Mais Le Monde note le 15 juin, je cite, « Le gouvernement israélien, pour sa part, pensait couronner son cycle de campagne militaire post-7 octobre en faisant tomber ce qu'il considérait comme la maison mère de la menace pesant sur son existence, donc l'Iran. En réalité, se retrouve plus isolé et plus critiqué que jamais, écrit Le Monde, au Moyen-Orient. En outre, dans cette déroute stratégique en partage, l'État hébreu est sous la menace d'une rupture historique avec le protecteur américain. Si ça se produit, c'est évidemment tout à fait historique. Sachant que ça s'est déjà produit avec l'opinion publique américaine. Ça a été mesuré par des sondages et des enquêtes récurrentes ces derniers mois. Et ça, c'était déjà historique. Un temps, Donald Trump a lié son sort à Benjamin Netanyahou. C'est fini. Il fait mine de lui donner des ordres, exige une fin des opérations israéliennes au Liban, enfin sans succès. Au site Axios, dimanche, le président américain confiait son exaspération après la frappe du matin à Beyrouth et un entretien avec le premier ministre israélien. Et Trump déclare « Pourquoi Bibi ?» donc Netanyahou s'est-il senti obligé de lancer cette d'attaque? On va pas dire ici, on va pas être grossier, vous avez compris. J'étais tellement furieux, je lui ai fait savoir, il n'a absolument aucun jugement. Il l'avait traité il y a quelques jours aussi d'homme complètement fou. Alors, vous avez la presse israélienne, d'ailleurs, qui reconnaît un énorme échec stratégique pour Israël. Je vais citer Les Échos qui en parlent ce 15 juin.
On nous avait promis une victoire totale et nous avons un désastre total. Les médias israéliens, tels que le quotidien Maariv, n'ont pas de mots assez durs pour dénoncer l'accord cadre conclu entre les États-Unis et l'Iran. Un commentateur de la radio de l'armée a évoqué une défaite stratégique. Sur le même ton, des responsables militaires estiment en privé qu'Israël a été mis totalement hors jeu. Netanyahou s'est retrouvé placé devant un fait accompli par Trump, le président américain l'ayant une fois de plus tensé vertueusement, le qualifiant d'homme difficile et ingrat. Le Premier ministre israélien a préféré encaisser le coup en silence plutôt que de risquer de provoquer un nouveau coup de sang américain à son encontre. Plus d'Isère, Yair Lapid, le chef officiel de l'opposition centriste, a lui aussi tiré un sombre bilan. Le régime iranien survit, les programmes sur les missiles balistiques et le nucléaire iranien se poursuivent. Alors, vous avez Courrier International qui avait sorti ce 14 juin au soir, ceci, ça va nous faire la transition vers la suite de l'analyse. Benjamin Netanyahou, prêt à tout pour torpiller l'accord irano-américain. Et en effet, est-ce que cet accord va vraiment avoir lieu? Est-ce que Netanyahou, qui est en campagne électorale, ne va pas, avec son gouvernement, continuer de tout faire pour le rendre impossible? On vient de voir ce qui est dit là-bas en Israël. Et déjà, le 14 juin, les dernières heures avant l'annonce du protocole d'accord, il a failli y parvenir. C'est ce que note Le Monde dans son analyse, dans son papier du 15 juin. Je cite, « La frappe israélienne dans un faubourg du sud de Beyrouth, ce 14 juin au matin, a failli faire dérailler l'accord et l'effort diplomatique une énième fois. L'Iran s'apprêtait à déclencher des missiles en rétorsion, ce qui aurait mis fin à l'accord. Il a fallu bien des palabres pour retenir son bras. Finalement, l'Iran n'a pas fait de rétorsion, ce qu'attendait probablement Netanyahou. Il espérait sûrement cela, c'est pour ça qu'il avait frappé si durement Beyrouth, sachant que Trump lui avait dit de pas le faire, sachant qu'en fait, on apprend par France Info ce 15 juin que c'est Trump qui a appelé directement l'Iran pour qu'il n'y ait pas de rétorsion. Bref, et rendre donc possible l'accord. Et d'ailleurs, ça n'a pas tardé, puisque nous avons eu ce 15 juin en première réaction à l'annonce de l'accord, le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, qui, ce 15 juin, publie un communiqué. Israël ne se retirera pas des zones de sécurité au Liban, alors que le Liban, normalement, fait partie de l'accord. Annonce le ministre de la Défense israélien, Israel Katz. Dans un communiqué, le ministre de la Défense écrit que le président des États-Unis mène actuellement un accord avec l'Iran en tenant compte des intérêts américains, y compris l'intérêt commun avec Israël, empêcher l'Iran d'obtenir des armes nucléaires, et nous attendons qu'il respecte ce principe ainsi que d'autres principes dans le domaine des missiles et des envoyés du terrorisme. Parce qu'Israël doit s'assurer la capacité d'agir de manière indépendante pour empêcher l'Iran d'obtenir des armes nucléaires, Israël ne se retirera pas, annonce-t-il, des zones de sécurité au Liban, en Syrie et à Gaza. Alors notamment la question du Liban, ça fait partie de l'accord. Alors, dans un contexte, il faut toujours l'avoir en tête, électoral israélien, puisqu'il renouvelle le Knesset, donc le Parlement, fin octobre, en octobre, la date n'est pas encore fixée, de cette année. Et on sait qu'il y a une surenchère électorale. Donc, il faut s'attendre à tout type d'action, possiblement de la part de ce gouvernement, pour saboter l'accord. Tout dépendra en fait de la résilience de Donald Trump par rapport à ces pressions. Car il y en a eu, il y en aura. Ça, on verra. C'est là la clé. Et surtout, tout se joue sur la question, beaucoup se joue en tout cas sur la question du Liban. Et là, Macron intervient, il veut faire le malin. Ce 13 juin, il avait déjà annoncé le retour du porte-avions Charles de Gaulle à Toulon, qui avait été envoyé là-bas il y a quelques mois. Nous-mêmes, on l'avait dit ici. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Est-ce que c'est vraiment l'intérêt stratégique de la France de mettre notre porte-avions là-bas? Est-ce que ça coûte pas extrêmement cher pour rien? On avait raison. Évidemment, ça a servi à rien. Il le fait revenir. Il sera remplacé là-bas par le porte-hélicoptère Mistral. Quel coût? Certains parlent au total de 100 millions d'euros. Ça a coûté cette affaire. Pour cette fanfaronnade inutile, totalement macroniste, typiquement macroniste. On l'avait dit depuis le premier jour. Bon. Mais Macron veut continuer à fanfaronner car il sait qu'il aura une partie des projecteurs sur lui, c'est ce qu'il espère en tout cas cette semaine. Pourquoi? Parce qu'il préside du 15 au 17 juin, ça commence à Évian, donc en France, en Haute-Savoie, le G7. Et qu'il reçoit dès ce 15 juin Trump, puis il l'a même invité à Versailles pour un dîner ce mercredi 17 juin pour célébrer officiellement les 250 ans de l'indépendance américaine. Il va chercher à faire le malin, et ça a commencé. Le JDD en parle ce 15 juin, après l'annonce de l'accord, voilà ce que Macron déclare. Iran, Emmanuel Macron affirme que la France est prête à accompagner la réouverture du détroit d'Ormuz. Il a mis ce tweet sur son compte X ce 15 juin, je cite un extrait. Cet accord doit permettre la réouverture urgente et inconditionnelle du détroit d'Ormuz, que la mission internationale mise en place avec le Royaume-Uni est prête à accompagner. Les moyens sont en place, écrit-il, et prêts à être engagés. Moyens militaires, donc.
La reprise du trafic maritime sans restriction des péages est une condition indispensable à la stabilité régionale et à l'économie mondiale. Ça y est, il veut faire l'éboueur international. On va aller récupérer les déchets des autres. Désolé, non. Y compris en mettant possiblement en danger des soldats français. Non. J'avais parlé d'un larbin possible, jouer vraiment à l'éboueur international. J'ai 1000 fois plus de respect pour les éboueurs d'ailleurs que pour Macron. Donc franchement, parce qu'ils font un métier difficile et indispensable. Mais c'est incroyable ça. Alors c'est pas surprenant si vous connaissez la psychologie macroniste, toujours la lumière, la lumière. Enfin là quand même on parle de l'argent de la France, de la sécurité de la France, de la réputation de la France, c'est pas possible. L'enseignement de fond, ça concerne notamment la souveraineté énergétique. On a vu les vraies conséquences pour nous de cette guerre, ce blocage du détroit d'Ormuz, c'est surtout la question énergétique. Alors moi je le dis tout de suite, on va y veiller aux patriotes, il faut que les prix à la pompe rebaissent aussi vite qu'ils ont monté. Il serait bien que le gouvernement hausse un petit peu le ton là-dessus. Bon. Par ailleurs, nous avons bien vu que s'il y a réouverture rapide d'Ormuz, ça va pas se régler tout de suite, car il y a des mois de congestion, il y a des centaines de navires bloqués. Mais si ça se trouve vraiment maintenant ou dans quelques jours, normalement, on échappera au confinement énergétique. Si finalement l'accord est torpillé, que ça rouvre pas et qu'on est reparti pour des semaines, voire des mois, alors là, attention. Bon. Et là, ça peut être une bonne nouvelle. Une très très bonne nouvelle même. On échapperait au confinement énergétique. Qui serait pas pour tout de suite, mais qui pourrait commencer d'ici juillet, août. Macron parle beaucoup de juillet. La Commission européenne aussi. Par ailleurs, sur la souveraineté énergétique, on voit bien que la France doit gagner en indépendance nationale, y compris sur les hydrocarbures. Nous avons plein de pétrole, notamment au large de la Guyane. Il y a une proposition de loi pour aller le chercher. Ça serait beaucoup moins pollueur que de l'importer. Ce serait beaucoup plus respectueux de la souveraineté française. Ça ferait de l'activité et de l'emploi en France, notamment pour l'outre-mer. Il y en a aussi près de Mayotte. Bon, allons-y. Arrêtons cette folie de vouloir tout importer. Par ailleurs, sur le nucléaire, sur les barrages hydroélectriques, on doit être totalement libre. Pour ça, il faut sortir de l'Union européenne. Ah bah oui, on a vu, on est sous enquête, on est surveillé, il y a le marché européen de l'électricité, c'est insupportable. Pour baisser les prix, pour être indépendant, il faut le Frexit, il faut sortir de l'Union européenne. C'est ça tous les enseignements de cette crise. On va suivre ça de près, ça va bouger de en mais c'est intéressant quand même ce qui se passe. Et surtout, il y a une reconfiguration derrière, peut-être beaucoup plus durable, sur les relations États-Unis-Israël, sur la place des BRICS. Sur notre souveraineté énergétique, on voit qu'il y a des enjeux structurels et durables derrière, et nous essayons de prendre la hauteur nécessaire aux patriotes depuis le premier jour et dans cette vidéo. Florian Philippot développe une critique très ferme de la politique internationale d'Emmanuel Macron à propos des tensions autour du détroit d'Ormuz, un passage stratégique par lequel transite une part importante du pétrole mondial. Selon lui, la volonté affichée par le président français d'accompagner la réouverture de cette voie maritime traduirait une politique d'alignement sur les intérêts des puissances étrangères plutôt qu'une défense prioritaire des intérêts nationaux. En utilisant des expressions volontairement provocatrices comme larbin ou éboueur international, Philippot cherche à dénoncer ce qu'il perçoit comme une implication excessive de la France dans ces conflits qui ne révélerait pas directement de sa sécurité nationale. Son argument central repose sur l'idée qu'une telle posture pourrait exposer inutilement les militaires français à des risques importants tout en entraînant le pays dans des crises géopolitiques complexes. La question énergétique occupe également une place centrale dans son raisonnement, le détroit d'Ormuz étant essentiel à l'approvisionnement mondial en hydrocarbures tout en perturbant son activité peut provoquer une hausse brutale des prix du pétrole et du gaz, avec des répercussions directes sur les consommateurs et les entreprises. Philippot estime que cette dépendance révèle la fragilité énergétique de la France et de l'Europe. Il défend ainsi une stratégie fondée sur la souveraineté énergétique, consistant à exploiter davantage les ressources disponibles sur le territoire national, à renforcer les capacités de production d'énergie et à réduire les dépendances extérieures. Dans son analyse, cette souveraineté passe également par une remise en cause du cadre européen actuel. Il affirme que la sortie de l'Union européenne permettrait à la France de reprendre le contrôle de sa politique énergétique et tarifaire, notamment sur le prix de l'électricité. Ces propositions s'inscrivent dans une vision plus large de l'indépendance nationale où les décisions économiques, énergétiques et diplomatiques seraient prises exclusivement en fonction des intérêts français. Cette position alimente un débat récurrent entre les partisans d'une coopération européenne
renforcés et ceux qui privilégient une autonomie nationale plus affirmée face aux enjeux géopolitiques et énergétiques mondiaux.